Saint-Étienne, la petite sœur de Notre-Dame. Et oui, il y a beaucoup de liens entre Notre-Dame de Paris et Saint-Étienne de Meaux, qui ont été construites à peu près à la même période, avec des délais d'achèvement très différents. Mais je remercie beaucoup M. Benoît Cazer, docteur en histoire, qui nous a fait déjà un petit avant-goût à la nuit des cathédrales et qui a, je peux le dire, un talent de conteur et qui nous fait découvrir, qui va nous faire découvrir et nous faire entrer dans l'histoire et de tous ces liens très intéressants entre ces deux cathédrales sœurs. Voilà, donc un grand merci à vous et je crois que vous allez pouvoir être entraîné dans ce qui a été à la fois la ferveur des bâtisseurs et la complexité, mais Benoît Cazer va nous démêler tout cela et vous allez être vite entraîné dans cette histoire extraordinaire de ces bâtisseurs de cathédrales dans cette époque qui a montré beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité. Et nous sommes les héritiers et à notre tour les continuateurs, les bâtisseurs aujourd'hui de nos cathédrales qui sont au cœur de notre pays et ici un mot au cœur de notre ville, un témoin extraordinaire de l'art mais aussi de la foi de ceux qui nous ont précédés. Merci à vous. Oui, tout à fait. Alors je remercie le Père Legrand pour cette brillante introduction. Alors je vous remercie à tous d'être venus. Déjà, avant de commencer ce voyage dans le temps, je vous invite à regarder autour de vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la partie la plus ancienne de la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Parce que voyez-vous, tout autour de vous, vous avez des colonnes en ce qu'on appelle le gothique soissonnais, qui était le gothique primitif du milieu de la deuxième moitié du XIIe siècle. Mais alors, avant de faire des cathédrales, il faut quand même remonter au commencement, c'est-à-dire que le XIIe siècle, c'est dans notre région, est le théâtre d'un affrontement implacable entre le comte de Champagne et le roi des Francs. Car il ne faut pas oublier qu'ici, à Meaux, lors où s'érige à cette époque une petite cathédrale romane, nous ne sommes pas en territoire royal, nous ne sommes pas dans le domaine royal, nous ne sommes pas donc vraiment en France. D'ailleurs, la France n'existe pas, dit le royaume des Franches. Chaque seigneur a son domaine, chaque seigneur est, si j'ose dire, encore dans son royaume. Et Meaux, en fait, appartient, c'est la deuxième ville du comte de Champagne, Thibaut II de Champagne. Au début du XIIe siècle, la situation est ainsi. Nous avons une guerre entre son vassal et son suzerain. Le suzerain, c'est Louis VI le Gros, le roi des Francs, qui a pour objectif de retrouver la puissance de l'Empire carolingien, ou du moins de reconstituer au moins un domaine royal identique à ce qu'il y avait aux origines du royaume des Francs. Mais il a énormément de difficultés parce que le comte de Champagne est très puissant et donc il va s'opposer avec fermeté à ce que le roi des Francs s'empare de son territoire. Et ce qui va se passer, c'est que sous son successeur, Louis VII le Jeune, pensait la situation apaisée. Il faut savoir que Louis VII est un roi qui n'aurait pas dû régner à l'origine. Parce que son grand frère, Philippe de France, qui avait été formé pour régner dès 11 ans, il se voyait déjà roi des Francs, va être renversé par un cochon sauvage lors d'une partie de chasse, et il va mourir sur le coup en tombant de cheval. Et pour éviter les tueries comme il y avait eu à l'époque mérovingienne, même carolingienne, avait décidé que
il a déjà une très grande piété et une vocation ecclésiastique très forte. Mais Louis VII, comme tous les rois de France, est un empereur dans son royaume, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle l'église gallicale, qui est derrière son souverain, face au pape, à une époque où la querelle des investitures bat son plein entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique et le pape. À cette époque, le pape c'est Eugène III, et il va s'affronter à Louis VII le Jeune à un sujet très particulier, qui est celui de l'élection de Pierre de la Châtre à Bourges. Et Pierre de la Châtre, qui a été nommé par le pape évêque de Bourges, et candidat du pape, va se retrouver hors les murs de Bourges par l'armée de Louis VII le Jeune, et Louis VII va le poursuivre jusqu'en territoire champenois où il s'est réfugié. Et là, il va se passer une chose terrible. Ça commence par une belle histoire d'amour entre la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine, qui est mariée à Louis VII le Jeune, qui s'appelle Pétronie d'Aquitaine, et qui est folle amoureuse de Raoul de Vermandois, qui est un vassal de Thibaut II de Champagne. Sauf que le problème, c'est que Raoul de Vermandois est déjà marié, le mariage est cassé contre l'avis du pape, donc Pétronie va être enlevée d'ailleurs par Raoul de Vermandois, et Louis VII donne l'ordre à Raoul de Vermandois pour couper la route de Pierre de la Châtre, d'incendier le petit village de Vitry en Pertois. Et les habitants s'étaient réfugiés dans l'église, 1300 personnes sont mortes. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire quel rapport avec la cathédrale de Pau et la cathédrale de Paris. À cette époque, ni la cathédrale de Paris, ni la cathédrale de Pau n'existent. Nous sommes en l'an de grâce 1142. Tout simplement parce qu'après le traité de Vitry, qui va sceller l'alliance enfin entre le comté de Champagne et le royaume des Francs, par un mariage entre Marie de France, qui devient Marie de Champagne, la fille de Louis VII le Jeune et d'Aliénor d'Aquitaine, et Henri de Champagne, qui va devenir Henri le Libéral. Vous savez, le futur Henri le Libéral, qui donnera un mot ses statuts en 179, il y a encore le vitrail d'ailleurs à l'hôtel de ville normal, c'était son château. C'était d'ailleurs le château de son père. Eh bien, c'est ainsi, grâce à cette paix, que la rivalité va s'exprimer autrement, mais de manière architecturale et non plus par les armes. Le roi des Francs part en croisade parce qu'il est meurtri par son acte terrible qu'il a commis en faisant tuer 1300 personnes innocentes et accepte de prendre la croix sur ordre d'Eugène III en 1147. Il échoue d'ailleurs à cette croisade et revient en 1149. Et encore pour se faire pardonner, se met à devenir très pieux davantage et décide de donner 200 livres à son ancien ami Maurice de Sully, qu'il nomme évêque de Paris, qui était son ancien compagnon d'études. Il lui donne 200 livres pour construire une gigantesque cathédrale, une cathédrale formidable, à côté de son palais, le palais de la Cité, au plein milieu de la Cité. Et c'est ainsi qu'en 1163, Alexandre III, le pape, qui est successeur d'Eugène III, va poser la première pierre de Notre-Dame de Paris. Et le lien avec la cathédrale de Meaux, d'ailleurs, c'est que, on dit Saint-Étienne de Meaux, eh bien, la cathédrale de Paris est dédiée à la fois à Saint-Étienne et à la Vierge Marie. Donc, elle est aussi dédiée à Saint-Étienne, comme va l'être la cathédrale de Meaux. Et la cathédrale de Meaux, elle va être inaugurée en 1170. La première pierre est posée plus tard, sur ordre d'Henri Ier libéral et de l'évêque Pierre. Et ce qui est très intéressant à partir de là, c'est que la cathédrale de Meaux, l'objectif de Pierre II, l'évêque, et du comte de Champagne, Henri Ier le libéral, c'est de la faire identique à celle de Paris. Au départ, ce n'est pas la petite sœur, c'est carrément le couple. C'est vraiment l'idée d'avoir une cathédrale aussi importante que
que la cathédrale de Paris, parce que Paris à cette époque commence à être largement pensée comme étant la future cathédrale, la future capitale du royaume des Francs. Ce qui sera chose faite d'ailleurs à l'avènement de Philippe d'Auguste, qui fera de Paris la capitale du royaume des Francs. Et donc c'est pour ça que la cathédrale de Meaux à l'origine devait être identique à celle de Paris. Sauf que le vrai problème, c'est que, évidemment, Meaux dépend toujours du comté de Champagne, et le comte de Champagne va s'affaiblir peu à peu, alors que le roi des Francs, qui devient le roi de France en 1204, va devenir de plus en plus puissant et renouveler le privilège royal à la cathédrale de Paris, ce qui fait que la cathédrale de Paris sera terminée beaucoup plus rapidement que la cathédrale de Meaux. La cathédrale de Paris sera finie en 1351 définitivement, alors que la cathédrale de Meaux ne sera terminée qu'en 1540. Vous imaginez, à la fin du règne de François Ier. Ça paraît assez incroyable. Et puis alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, au XIIIe siècle, il va se passer une tragédie pour la cathédrale de Meaux. Là où Paris continue à prospérer, je vous dire pourquoi, en 1179, vous avez Louis VII le Jeune qui est mourant, qui fait les premiers états généraux avant l'heure dans le palais épiscopal de son ami Maurice de Sully, qui mourra en 180. La cathédrale de Paris va avoir ensuite de gros ennuis parce que Philippe II Auguste, en 1202, va se fâcher avec Eudes de Sully pour une affaire de divorce avec sa femme, Hildegard von Bingen. Pourquoi? Parce que Eudes de Sully obéit au pape qui a décidé de jeter l'interdit sur le diocèse de la ville de Paris, et le roi de France est menacé d'excommunication. Dès lors, Philippe d'Auguste va décider de déclarer la guerre à l'évêque de Paris. Et pendant 20 ans, avec ses chevaliers, il va combattre et ravager le diocèse de Paris, et la paix ne sera signée qu'en 1222. Par contre, Philippe d'Auguste reste tout de même fidèle à Notre-Dame de Paris, puisqu'en 1214, suite à sa victoire de Bouvines face à l'empereur Othon IV, eh bien, il décide de faire ériger une statue en souvenir de sa victoire de Bouvines. Là, on a vraiment l'impression déjà, après qu'il ait constitué le royaume de France, qu'une nation française apparaît. On dit toujours Bouvines, c'est la naissance de la nation française. C'est la naissance de la France, l'embryon de la France. Et par la suite, Notre-Dame de Paris va connaître un essor considérable, puisque à la mort de Louis IX, en 1270, les funérailles vont pouvoir se faire dans Notre-Dame. À côté de ça, la cathédrale de Meaux, en 1253, au lieu de poursuivre l'édification de la cathédrale comme c'était prévu à l'origine dans le style soissonnais du départ, eh bien l'évêque de l'époque, Pierre de Cuisy, décide qu'il faut changer de style, que ce n'est plus à la mode, et passe au gothique rayonnant. Et dans un premier temps, l'idée c'est de détruire les tribunes tout en haut. Sauf que le problème, c'est que ça provoque l'effondrement du cœur. Vous imaginez la catastrophe. Du coup, pendant 10 ans, Gauthier de Varinfroy, l'architecte qui était en train de travailler sur la cathédrale de Chartres, est obligé de rester à Meaux pour réparer les dégâts provoqués par Pierre de Cuisy. Et c'est que durant la période où Alaude de Cuisy est évêque, que la cathédrale de Meaux retrouve un cœur en 1263. Alors tout ça, ça a fait que les choses ont pris beaucoup de retard, et vous comprenez que petit à petit la cathédrale de Meaux va ressembler à ce qu'on pourrait dire un puzzle de l'ensemble des styles des cathédrales gothiques, qui forment, ma foi, un bel ensemble, hein, comme dit Pierre Kuhlmann,
bel ensemble architectural, mais on va dire que ça permet d'avoir une certaine idée de la chronologie de comment le gothique est apparu. Et puis, pour la cathédrale de Paris, alors là, ça va être un véritable triomphe, puisqu'en 1302, avec Philippe IV le Bel, nous avons les premiers états généraux qui, cette fois-ci, ont lieu dans Notre-Dame de Paris. Donc la cathédrale est quasiment achevée. Il ne reste plus grand-chose, on dit 1351, mais en 1302, il y avait déjà la possibilité de faire les états généraux. Comme d'ailleurs en 1270, on avait déjà des Parisiens et même des Français du domaine royal qui étaient venus rendre un dernier hommage à leur grand roi saint Louis IX. Donc forcément, pour nous, les choses vont mieux également. Parce que depuis 1284, la Champagne a été rattachée au domaine royal. Il faut savoir qu'en 1284, vous avez Jeanne de Navarre, qui est la fille d'Henri III de Champagne, qui a épousé le futur Philippe le Bel, le fils de Philippe III le Hardi. Et en 1304, la malheureuse femme qui va mourir en 1305 décide de donner sa fortune pour ce qu'elle pense la fin de la construction de la cathédrale de Meaux, parce qu'elle est restée très attachée à Meaux. Un petit peu comme l'était Marie de Champagne en son temps, c'est pour ça que Marie de Champagne a été la première personne qui a été inhumée dans la cathédrale de Meaux. Mais là, vous allez me dire, nous sommes au XIVe siècle. Que se passe-t-il au XIVe siècle? Le début de la guerre de Cent Ans. Alors les choses commencent bien pour la cathédrale de Meaux, parce qu'en 1331, Philippe VI de Valois renouvelle le privilège royal à la cathédrale de Meaux, et à cette époque, tout le monde pense que les choses vont s'arranger, sauf que Édouard III est blessé par l'attitude de Philippe VI de Valois, puisqu'il a forcé à se l'agenouiller pour lui. C'est la fameuse histoire comme quoi le roi d'Angleterre est vassal du roi de France par rapport au duché de Guyenne. Et du coup, la ville de Meaux va se retrouver dans les soubresauts de la guerre de Cent Ans, et pas directement frappée par les Anglais dans un premier temps, mais par la guerre civile qu'on appelle la Grande Jacquerie. Vous savez qu'en 1356, vous avez une situation qui est inextricable dans le royaume de France, puisque Jean de Levron, notre roi, est fait prisonnier à Poitiers par le prince noir, Édouard de Woodstock, qui est le fils d'Édouard III Plantagenet. Et à partir de là, c'est Dauphin Charles qui gère la régence, le futur Charles V. Et à Meaux, Étienne Marcel, qui s'est révolté à Paris, va jusqu'à étendre la révolte à Meaux en 1358. Et Jean Rose, qui est le bienfaiteur de la ville de Meaux, qui a donné tant d'argent pour la cathédrale, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est inhumé à Meaux avec son épouse, qui décédera en 1361, a rejoint le camp des révoltés. Et la ville de Meaux a donc s'opposer au dauphin de France et à Gaston Phébus, qui était venu réprimer sauvagement Étienne Marcel et les bourgeois de Paris. Et le roi de France va en tenir rigueur à Meaux durant tout son règne. Charles V ne donnera plus un seul subside pour la construction de la cathédrale de Meaux en répression, en représailles par rapport à ce qu'ont osé faire les Bellois, d'autant qu'ils ont même défendu Jean Rose, alors que Jean Rose aurait dû être exécuté sur ordre du dauphin Charles. Donc Charles V se sent bafoué de par son autorité, et donc notre cathédrale va être retardée dans son édification. À côté de ça, en 1351, la cathédrale de Paris est déjà terminée. Mais ça ne veut pas dire que leurs destins ne vont pas se croiser à nouveau. Pendant la guerre de Cent Ans, la suite de la guerre de Cent Ans au XVe siècle,
vous avez un événement qui va entacher la cathédrale de Paris. Vous connaissez lequel? C'est tout simplement que la cathédrale de Paris va être, vu que Paris est occupé par les Anglais, à cause de l'ignoble traité de Paris signé par Isabeau de Bavière et qu'elle octroie aux Anglais et à Henri V de Lancastre. Henri VI, qui succède à son père, qui heureusement pour nous est décédé, se fait sacrer roi de France et roi d'Angleterre dans la cathédrale de Paris en 1431, 2 ans après que Charles VII de Valois ait été sacré grâce à Jeanne d'Arc dans la cathédrale de Reims. Vous comprenez que la cathédrale de Paris n'est plus considérée comme une cathédrale du côté du royaume de France et du côté du roi de France. Et d'ailleurs, c'est là l'origine où les rois de France vont décider d'avoir leur tour en Touraine, en partie. Et ils vont déserter en partie Paris. La preuve, puisque Charles VII a plus confiance aux habitants de Bourges qu'aux habitants de Paris, puisqu'ils l'ont accueilli, et d'ailleurs Charles VII est surnommé le roi de Bourges à cette époque. Et puis, la ville de Meaux, elle aussi, va se retrouver, pourquoi un destin croisé? Parce que la ville de Meaux se retrouve dans la même situation que Paris. Entre 1439 et 1449, ce sont les armées d'Henri VI qui envahissent Meaux. Henri VI de Lancastre, le même qui a été sacré quand il était petit à la cathédrale de Paris, et donc la cathédrale de Meaux devient une cathédrale anglaise. Donc, un partout là-bas au centre. Et pour couronner tout, on arrive maintenant au siècle suivant, le XVIe siècle. Alors là, ça va être, on va dire, un siècle catastrophique pour la cathédrale de Meaux. Alors pas le début, hein, le début ça se passe plutôt bien. On est sous François Ier, la cathédrale de Meaux va être enfin terminée en 1540. Mais vous avez remarqué, quand vous êtes entré dans la cathédrale, vous avez plus une seule tête sur les saints, sur les figures des rois, etc. C'est tout simplement parce que Meaux est devenue une ville protestante en 1562, juste après que le duc de Guise ait fait le fameux massacre de Vassy, alors que la paix avait été signée, arrachée avec tant de peine par Catherine de Médicis, la reine-mère, à l'époque de la minorité de Charles IX, juste après la mort de François II, qui est lui-même le fils d'Henri II. Vous savez, Henri II, c'est le fils de François Ier qui est décédé lors du tournoi de Quimper en 1559, qui célébrait l'appel du cadeau en Brésil, et qui s'est pris la lance dans l'œil par le duc de Montmorency. Et donc, Meaux devient une ville protestante. La cathédrale est ravagée. C'est d'ailleurs lors des guerres de religion que la cathédrale de Meaux va le plus être endommagée. Et concernant Paris, la situation est identique, même si elle n'est pas endommagée. Parce qu'en 1572, le 23 août, la veille de la Saint-Barthélemy, est célébré le mariage d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, avec Marguerite de Valois. Et c'est justement ce mariage qui devait sceller la réconciliation entre les protestants et la Ligue catholique, selon Catherine de Médicis et Charles IX, qui provoque l'innommable Saint-Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Du coup, la cathédrale de Paris non seulement elle a été la cathédrale où a été sacré Henri VI de Lancastre en 1431, maintenant elle a du sang sur les mains. Ça fait beaucoup. Comme Meaux d'ailleurs a du sang sur les mains, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc encore une fois, un destin croisé. Et puis, sous Henri IV, alors là pour une fois, c'est quelque chose de joyeux.
toujours, Henri IV a dit, c'est une formule apocryphe, Paris vaut bien une messe le 21 mars à la cathédrale de Paris. Et bien la veille, le 20 mars, Henri IV, puisque Meaux était une ville protestante, et qu'Henri IV était resté jusqu'alors protestant, puisque bon, il s'était converti un nombre incalculable de fois dans sa vie au catholicisme, et il avait à nouveau replongé dans ses idées protestantes d'origine, dans sa foi protestante d'origine. Eh bien, ce sont les Bellois qui l'ont accueilli en premier. Du coup, la cathédrale de Meaux a vu la première conversion officielle d'Henri IV au catholicisme, la veille de son entrée dans Paris et du Te Deum, durant laquelle Henri IV s'est à nouveau converti au catholicisme dans Paris. Encore un destin croisé. Le XVIIe siècle. Alors le XVIIe siècle, c'est peut-être le siècle qui fait qu'on se souvient de la cathédrale de Meaux le plus. Alors pourquoi? Tout simplement, alors au départ, à l'époque de Louis XIII, on ne peut pas dire qu'il se passe quelque chose en termes de destin croisé entre la cathédrale de Paris et la cathédrale de Meaux, mais c'est surtout au règne suivant, celui de Louis XIV. Vous connaissez bien Jacques-Bénigne Bossuet, qui était évêque de Godon. Il va renoncer à être évêque de Godon pour devenir le précepteur de Louis de France, le dauphin de Louis XIV, le fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse de Habsbourg. Il le restera donc de 1671 à 1681. Et en échange, Louis XIV lui donne l'évêché de Meaux. Et c'est comme ça que Bossuet devient évêque de Meaux. Et donc Meaux est redevenu célèbre sous Louis XIV parce que Bossuet faisait systématiquement des allers-retours entre Meaux et Paris. Et comme Bossuet est un grand écrivain, comme il avait une très grande verve, etc., un talent extraordinaire, il avait fait bon nombre d'oraisons funèbres au Saltorium d'Angleterre qui restait très célèbre, eh bien, la ville de Meaux a rayonné. Malheureusement, pour nos contemporains, Bossuet a lui aussi en partie dû s'en souvenir, car c'est pendant la révocation de l'édit de Nantes que s'est passé son épiscopat. Et Louis XIV lui avait demandé de faire expulser tous les protestants de la ville de Meaux. Et je vous ai déjà expliqué que Meaux était devenue une ville protestante. Vous imaginez un petit peu. Il y a un exemple d'ailleurs qui me vient à l'esprit, c'est que Bossuet avait été jusqu'à faire interner un couple de mauvais catholiques dans un hôpital psychiatrique. Vous imaginez déjà l'hôtel Dieu à l'époque, c'était déjà le pouvoir. Vous imaginez l'hôpital psychiatrique à la fin du règne de Louis XIV, ça ne fait pas du tout avoir. Donc, on peut quand même dire que là, il y a encore un destin croisé, puisque Meaux, en tout cas, on en parle jusqu'à Versailles. Vu que Bossuet est même devenu l'aumônier du roi de France, Louis XIV. Forcément, lorsque Louis XIV crée sa chapelle à Versailles, Bossuet est là et Bossuet à l'oreille du roi. Et puis, au XVIIIe siècle, eh bien, d'ailleurs, j'en reviens sur le XVIIe siècle, vous êtes aperçu d'une chose, c'est qu'on a une chancellerie ici, c'est que Meaux a gardé son intérieur gothique. Il n'y a que quelques traces du passage, on va dire, des classiques, ce sont les tableaux qu'on voit à certains endroits. La cathédrale de Paris, malheureusement, n'a pas eu cette chance. Un exemple, en 1699 déjà, il faut savoir que Louis XIII avait fait son vœu à la Vierge Marie en 1638. Et bien Louis XIV a décidé de détruire la statue de Philippe II Auguste qui datait de 1214 pour mettre un XIII. Il est probable aussi qu'il soit arrivé la même chose à la statue de Philippe IV le Bel qui célébrait la victoire de l'évêque contre les Flamands en 1302. Donc il n'y a vraiment pas le sens de l'histoire et des aînés et des ancêtres à cette époque. Et au XVIIIe siècle, la cathédrale de Paris va être victime d'un véritable
antique, classique, et c'est Jacques Girardin-Soufflot qui fera ce travail, si j'ose dire. Et c'est cette cathédrale qui sera détruite par les révolutionnaires. Là, on n'a pas vraiment un destin croisé avec la cathédrale de Lyon, parce que la cathédrale de Lyon a été en partie épargnée par les révolutionnaires. Il y a peut-être eu des points pharmaciens de Toulouse, mais il y a eu peut-être quelques dégradations, puisqu'il y a eu des restaurations au XIXe siècle. Je vais en venir là pour Paris. Donc la cathédrale de Paris est quasiment, en tout cas pour l'intérieur, et elle va être sauvée in extremis devant le temple de la raison sous Robespierre. Et j'avais oublié de vous dire, la cathédrale de Lyon, comme celle de Paris, avait une flèche qui avait été posée en 1540 et qui s'était effondrée en 1641, 2 ans avant la mort de Louis XIII. Ça, c'est une parenthèse refermée. J'en viens maintenant à une époque fondamentale aussi pour notre propos, c'est l'époque du XIXe siècle. Parce que le XIXe siècle, c'est une époque où vous avez la création de l'histoire. Le sens de l'histoire se développe et la redécouverte du Moyen-Âge opère. Et surtout, c'est la période après la Révolution, il y a le retour du culte catholique. Il faut savoir que dès 1795, sous le Directoire, le culte revient à Notre-Dame de Paris, et avec le Concordat en 1602, Notre-Dame de Paris va être assimilée définitivement d'ailleurs avec le sacre de Napoléon Ier le 2 décembre 1804 sur un décor antique encore à cette époque par David. Son peintre David va être assimilé à la cathédrale de l'empereur. Ce qui est important, c'est que la cathédrale de Paris va avoir alors, et pourquoi elle a eu, on va dire, un côté très positif au XIXe siècle par rapport aux Parisiens et à l'opinion publique d'alors, c'est que la cathédrale de Reims était la cathédrale des sacres des rois, alors que la cathédrale de Paris devient la cathédrale du sacre de l'empereur de la République. Oui, c'est assez drôle, l'empereur de la République. On se croirait un petit peu dans l'Empire romain, mais c'est le principe de Napoléon Ier, le retour à la pompe impériale tout en ayant un semblant de république. Son république ne signifie pas démocratie. On est dans une république aristocratique à la romaine. Et parallèlement, la cathédrale de Meaux va connaître le même retour au culte. Elle n'est plus un entrepôt ou un temple de la raison, comme à la Révolution. Et la cathédrale de Paris qui tombe en ruine en 1831 et donc Victor Hugo va faire un grand appel à travers son roman Notre-Dame de Paris, va bénéficier d'une volonté de revenir aux sources du gothique. C'est pour ça d'ailleurs que la cathédrale est aussi bien conservée, c'est parce qu'on a sauvé une extremis pour bien restaurer et on s'est dit c'est très bien d'avoir une cathédrale qui reprenne l'ensemble des styles et on n'a pas cherché à harmoniser les styles parce que c'était une harmonie naturelle en fait. Et la cathédrale, vous êtes dans un endroit qui montre une histoire globale de l'histoire de l'art gothique, je le répète. Et la cathédrale de Paris, elle, malheureusement, va être victime de l'imagination de Violaine Duc qui va rêver le Moyen-Âge plutôt qu'il va en être fidèle un petit peu comme il le fera pour Pierrefonds, même s'il sera plutôt fidèle à ce qu'était le Moyen-Âge à Carcassonne. On ne sait pas ce qu'il lui a pris à Notre-Dame de Paris, il a déchaîné son imaginaire, ses bestiaires, il a même été jusqu'à travers les gargouilles qui n'ont jamais existé au Moyen-Âge, il a même été jusqu'à se représenter lui-même avec les apôtres, alors que en plus les apôtres, c'était les rois qui étaient à cette place originellement, parce que la cathédrale de Paris, à l'origine, c'était l'union du temporel et du spirituel dans l'harmonie du palais de la cité de Alphonse et de la cathédrale de l'évêque de Paris. Mais ce qui est intéressant,
à cette époque du XIXe siècle, la cathédrale, contrairement au château fort, ou même à des châteaux comme Versailles par exemple, va cesser d'avoir un emblème qui correspond à l'ancien régime. Elle va correspondre à quelque chose de plus universel. Et c'est dû à quoi? Tout simplement qu'à la fin du XIXe siècle, la Troisième République va s'approprier la cathédrale de Paris, car lorsque Sadi Carnot va être assassiné, ses funérailles se font en 1894 dans Notre-Dame de Paris, sur demande de sa femme. Donc elle va devenir la cathédrale de la République, la cathédrale de l'unification de la nation, la cathédrale de tous les Français. Et l'emblème de la ville de Paris, au même titre que la Tour Eiffel, commence à devenir, à mesure que les années passent, et qu'on trouve ça plutôt esthétique et plus une abomination moderne. Et puis au XXe siècle, la cathédrale de Paris va être un symbole de résistance face à l'oppression nazie, où d'ailleurs le général de Gaulle va faire un dénouement alors qu'il y a encore des boucliers qui sont tirés le 25 août 1944 au moment de la libération de Paris. Et puis il y aura les funérailles de différents présidents de la République, de Gaulle en tête en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996. Et puis notre cathédrale de Meaux, elle va continuer à symboliser l'ensemble de l'évolution de l'art gothique. Mais elle a un talon d'Achille, c'est la pierre de Varennes avec laquelle elle a été construite. Parce que vous remarquerez que si vous touchez la cathédrale à l'extérieur, elle part en poussière. Tout simplement parce que la pierre de Varennes est une pierre qui est très friable. Peut-être au fond que cette pierre de Varennes symbolise à quel point la mémoire est fragile et qu'il faut continuer à la transmettre et qu'il faut continuer à faire des conférences comme je fais aujourd'hui avec vous et à faire cet effort de voyager dans le temps, car je reprends pour terminer le nom de Winston Churchill qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Merci à vous. Je suis impressionné par votre science et votre capacité à nous faire voyager à travers les siècles. C'est extraordinaire. Et puis ce talent de conteur, je suis très impressionné de découvrir comment cette cathédrale s'est construite et comment, d'une certaine manière, et ça m'a rappelé ce travail de la mémoire. De nous rappeler d'où nous venons pour vivre l'aujourd'hui et construire l'avenir. Et que d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des héritiers de cette histoire passionnante, à la fois avec ces moments joyeux et puis ces moments dramatiques. Nous sommes héritiers de tout cela. Et nous sommes aussi bâtisseurs. Dans l'élan des bâtisseurs, vous avez rappelé effectivement combien la pierre de Varennes est fragile, forte en assemblage fragile, et que toutes les restaurations importantes qui sont faites, et d'une certaine manière, la cathédrale n'est pas terminée, et elle ne le sera jamais. Comme l'esprit humain qui est toujours en éveil, en recherche, en progrès, en créativité, en inventivité, et donc la cathédrale ne sera jamais achevée. Elle sera toujours en chantier permanent, parce que c'est pas un musée, c'est elle est vivante, la cathédrale, comme ceux qui y sont vivants. Donc un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des éclaircissements? Ça va, c'est très clair.